flowers qui sont ourlés de vanille, ourlés de notes extrêmement sensuelles et qui rappellent la séduction. De même qu'il y a des matières premières qui sont plus liées à l'amour. Je pense par exemple au patchouli, qui était le parfum des cocottes au 19e siècle et qui, ce n'est pas sans raison que ça redevient le parfum des années 70 du flower power, parce que c'est lié à l'érotisme, le Et patchouli. puis je pense aussi à certaines substances animales comme l'ambre, le castoreum ou encore le musc qui Mm. permettent de fixer et d'intensifier le parfum. Tout à fait. Au XVIIIe, on disait que l'ambre gris signifiait l'érotisme par son odeur éthérée et que le musc était la sexualité par son empreinte sur la peau. Donc, en effet, à l'époque où la chimie n'avait pas encore apporté ces éléments ô combien utiles à la parfumerie, eh bien, il fallait fixer les parfums, leur donner un peu de densité, un peu de rémanence, et les notes animales, évidemment, donnaient cette empreinte magnifique et liée à la Alors, sexualité. le musc provient d'un animal qui ressemble à un daim. Or, ce sont les Chinois qui sont les premiers à utiliser le musc, mais c'est une substance qui est certes indispensable en parfumerie, mais c'est une substance entourée de tabous en raison de ses qualités aphrodisiaques. Totalement. Alors, le musc est utilisé dans la pharmacopée chinoise et extrême orientale plus largement dès l'Antiquité, parce qu'en fait, c'était avant tout un médicament. Il faut savoir que toutes ces notes ont été connues de la palette du parfumeur parce que d'abord, elles étaient utilisées dans la pharmacopée, et comme la parfumerie découle en partie de la médecine, en fait, de la pharmacie, c'est comme ça tout simplement elles sont arrivées. Et donc le petit daim musqué du Tibet était utilisé donc d'abord pour ses vertus médicales et ensuite pour fixer les parfums. Donc ça a toujours été une matière extrêmement coûteuse, avec déjà beaucoup de mythes et de croyances qui étaient attachées et qui, pour être récoltées, si je puis dire, nécessitaient de tuer l'animal. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui éthiquement pose problème. Et donc, on a essayé d'élever le musc, enfin le porte-musc, le petit daim, en captivité. Mais lui, en captivité, il était si triste qu'il n'émanait plus rien du tout. Et ce qui fait qu'en fait, ses poches de musc ne servaient plus à rien. Donc aujourd'hui, on n'utilise plus, évidemment, le musc naturel. Il est remplacé par des muscs de synthèse. Mais au XVIIIe siècle, certains médecins reprochent au musc naturel une odeur trop forte qui perturbe les nerfs. Oui. Et avec la montée des valeurs bourgeoises au XIXe siècle, on accuse le musc d'animaliser l'homme. Complètement. Il y a ce roman de Goncourt, Chérie, qui montre l'histoire triste en fait de cette jeune fille qui découvre les plaisirs solitaires, qui était en fait une forme d'auto-érotisme par l'odeur du musc et qui renifle ce muscle. Ce musc, on l'appelle d'ailleurs les renifleurs, c'était ceux qui reniflaient donc du musc au point d'en devenir complètement, d'en perdre la raison, d'en devenir folle et de mourir donc dans de grandes tristesses et de grandes solitudes. Donc évidemment, on se méfie énormément du musc, qui rappelle l'odeur sexuelle. Alors, pour terminer, quels sont les types de fragrances qui suscitent le désir aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on a quelques grandes légendes comme ça qui restent et qui sont liées vraiment au plaisir et à la séduction. Je pense par exemple à Chalimard de Guerlain, qui a été créé en 1925, dont le nom en sanskrit veut dire demeure de l'amour et qui reste un des plus beaux parfums d'amour. Cette note ambrée, orientale, donc ourlée de vanille, qui est absolument magnifique. Il y a Opium aussi dans le registre un peu plus dangereux, sulfureux d'Yves Saint Laurent, qui a été créé en 77. Il y a Poison de Dior évidemment en 85. Femme aussi. Femme de Rochas qui a été Boudoir. Boudoir de Vivienne Westwood. Et plus récemment, on a encore quelques jolis parfums. Mais disons que la parfumerie actuelle est peut-être plus timide, si vous voulez. Elle va être dans l'image un peu choc, mais finalement, dans la senteur, ça reste quand même très olfactivement correct. Merci beaucoup, Elisabeth de Fédot. Je rappelle Merci. le titre de votre ouvrage, Les parfums, histoire, anthologie, dictionnaire, dans la collection bouquins chez Robert Laffont. Merci d'être venue, Elisabeth de Fédot. En attendant le journal de la rédaction à 12h30, je vous propose de partager un plaisir, extrait de l'essai du psychologue américain Paul Václavic, Comment réussir à échouer, un feuilleton en partenariat avec les éditions du Seuil et Psychologie Magazine, interprété par Jackie Berroyer et mise en onde par Somanina. Je sais exactement ce que tu es en train de penser. Si je n'étais moi-même spécialisé en malédiction, je devrais dire « Quel maudit foutoir !» se plaignait Kat lors d'une récente réunion stratégique dans sa villa méditerranéenne. Comment se fait-il qu'en dépit de tous nos efforts pour convaincre les gens
que leur vision du monde est la seule possible et la seule juste, que toute autre vision n'est que le résultat de la folie ou du mal, et surtout qu'ils savent exactement ce qui se passe dans la tête des autres, et que par conséquent, ils n'ont pas besoin de contrôler ces suppositions, comment se fait-il donc qu'il se trouve toujours par là un type qui doute et que nous n'arrivons pas à convaincre qu'il a absolument raison? Bien sûr, et Kat avait raison, si ce n'est peut-être qu'elle sous-estimait l'importance pour les ultrasolutions de la formule « Je sais exactement ce que tu es en train de penser ». Examinons-la donc plus précisément. Prenons par exemple les relations entre hommes et femmes. Je me rappelle avec reconnaissance l'analogie très utile dont un de mes professeurs se servait dans ses cours. Il expliquait que l'on peut comparer un homme à une ellipse à deux foyers. L'un est le logos, qui renvoie non seulement au domaine de la raison, mais aussi à l'objectivité, au domaine professionnel et scientifique, et même plus généralement au monde extérieur. L'autre, qu'il appela Eros, c'est le monde des relations à un autre être humain. L'homme ne peut jamais être que dans l'un de ces deux foyers. Pour lui, ce n'est pas un problème particulier. Selon ce qu'exige une situation donnée, il va et vient simplement entre logos et Eros. On peut d'autre part comparer une femme à un cercle. Un cercle peut être considéré comme un cas particulier d'une ellipse. En elle, les deux foyers coïncident. Pour une femme, il est parfaitement naturel d'être dans l'Eros et le logos en même temps. Le problème, c'est que ni la femme ni l'homme n'ont aucune raison de supposer, même une seconde, que leur partenaire a une architecture mentale différente qui l'a ou le fait agir et réagir tout à fait différemment. Voici un exemple concret secrètement enregistré par les sorcières ravies. La femme, j'ai bien peur que ce gâteau ne monte pas. Le mari, il y a peut-être pas assez de levure. Que dit la recette? La femme, oh ben, ça c'est bien toi. Le mari, et comment ça c'est bien moi? La femme, tu sais très bien ce que je veux dire, tu fais toujours ça et tu sais que ça m'énerve. Le mari, pour l'amour du ciel, de quoi parles-tu? Tu dis que le gâteau ne monte pas, je dis qu'il y a peut-être pas assez de levure, et tout à coup, ceci n'a rien à faire avec la levure, il s'agit maintenant d'un défaut que j'aurais ou de Dieu sait quoi. La femme, bien sûr, pour toi la levure est plus importante que moi. Que ça puisse être cette satanée levure, je peux m'en douter moi-même, mais pour toi ça n'a pas d'importance que je veuille te faire plaisir avec ce gâteau. Le mari, je ne le nie pas un seul instant, et je te suis reconnaissant de vouloir me faire plaisir, mais je parlais seulement de levure, pas de toi. La femme, c'est étonnant comme vous, les hommes, vous réussissez à garder les choses bien séparées. Nous, les femmes, ça nous rend malades. Le mari, mais non, le problème, c'est que vous, les femmes, vous confondez la levure et l'amour. Revenons maintenant à la solution du type « je sais exactement ce que tu es en train de penser ». On trouve une suggestion fascinante dans le livre Fights, Games and Debates du logicien canadien Anatole Rapoport. Presque en aparté, il mentionne une idée géniale qui concerne directement notre propos. Plutôt que de demander à chaque partie d'exposer ses propres définitions en présence de l'adversaire, ce qui amène en un rien de temps les deux parties à s'étriper, Rapoport suggère d'inviter la partie A à exposer le plus complètement possible le point de vue de la partie B jusqu'à ce que B soit satisfait de la définition de A. Puis c'est le tour de B d'exposer le point de vue de A sur le problème jusqu'à ce que A trouve que son point de vue a été correctement présenté. Rapoport supposait que cette technique désamorcerait probablement en partie le conflit avant même que le problème soit discuté. Les applications pratiques de cette stratégie à la fois en thérapie et dans des organisations plus vastes que le couple ou la famille prouvent que la supposition de Rapoport était juste. Il n'est pas rare que l'un des partenaires dise étonné et incrédule « Mais je ne savais pas que tu pensais que je pense ceci ». C'était Comment réussir à échouer de Paul Václavic, un feuilleton en partenariat avec les éditions du Seuil et Psychologie Magazine, interprété par Jacques Ibéroyer et mis en ondes par Somani.